Zimin Kian. Do you speak English? I've just got to record down your name, if that is all right. So, what's your first name, please? Yadi Zhang. This is not my country. And where are you from? Where is your country? Shengiz and Nives, Iceland. Aux premières heures du 22 avril 2024, dans le Lincolnshire, à l'est de l'Angleterre, la police britannique reçoit une information déterminante. Immédiatement, plusieurs unités sont dépêchées vers un petit hôtel en périphérie de York pour interpeller une femme recherchée depuis près de 5 ans, liée à une affaire ayant conduit à un décès. Un type de dossier toujours traité en priorité dans les systèmes judiciaires modernes, au Royaume-Uni comme en France. Police officers! Please stay where you are! Please! Boot that one. En constatant qu'une chambre était anormalement verrouillée de l'intérieur, les agents n'hésitaient pas. Ils enfoncent la porte et pénètrent dans la pièce. Police! Police! Where you are! Yeah, come on. I want him. Juno present. Hello. Zimin Kian. It's okay. We're all police. Zimin. Do you speak English? Okay. Well, take a deep breath. My name's Stacey Woods, DS Isabel Grotto from Met Police, okay? We believe you're Zimin Kian, okay? You're under arrest. You're going to be arrested for money laundering, Section 329, Proceeds of Crime Act. La femme allongée sur le lit n'est autre que Jimin Kian, celle que les enquêteurs britanniques tentèrent de retrouver depuis presque 5 ans. Jimin Kian, de nationalité chinoise, avait dirigé entre 2014 et 2017 un vaste système d'investissement frauduleux en Chine sous le nom de Lantian Gerui Electronic Technology. Ce montage a piégé plus de 128 000 personnes à travers le pays pour un préjudice estimé à 40 milliards de yuan, soit environ 4,6 milliards de livres sterling. Un chiffre d'une gravité exceptionnelle selon n'importe quelle norme juridique internationale. Non seulement elle était impliquée dans cette affaire, mais elle était aussi mêlée à 2 autres opérations frauduleuses pour lesquelles les autorités chinoises avaient déjà lancé un mandat d'arrêt. Avant que l'ensemble du réseau ne s'effondre, Kian avait rapidement converti une partie de ses fonds illicites en plus de 70 000 bitcoins, puis avait fui à moto vers la Birmanie, un mode d'exfiltration que même des procureurs européens qualifieraient de particulièrement audacieux. En septembre 2017, Xian arrive au Royaume-Uni par l'aéroport de Heathrow sous la fausse identité de Zhang Yadi grâce à un passeport de Saint-Christophe et Niévès. Par la suite, elle recrute Wen Jian, un livreur d'origine chinoise vivant dans le sud de Londres. Ensemble, ils emménagent dans une villa à 5 millions de livres avec un loyer mensuel atteignant 17 000 livres, tout en se forgeant une identité de directrice d'une entreprise internationale de joaillerie. Leurs déplacements répétés à travers l'Europe et leurs dépenses de somptuaires en bijoux, produits de luxe et sacs à main avaient fini par attirer l'attention de plusieurs organismes financiers, conformément aux règles européennes de vigilance sur les flux d'argent d'origine douteuse. Le tournant décisif survient lorsque Kian tente d'utiliser ses bitcoins pour acheter un manoir de 24 millions de livres à Hampstead, une propriété dotée de 7 chambres et d'une piscine. C'est précisément cette opération inhabituelle qui pousse la police à s'interroger et à ouvrir une enquête officielle, conformément aux règles britanniques et européennes de lutte contre le blanchiment d'argent. En octobre 2018, la police de Londres fait irruption dans leur résidence. Nous allons maintenant revoir les images des caméras opérationnelles enregistrées au moment de l'intervention. Sorry, how many? 2 ladies. Lors de la perquisition, les enquêteurs saisissent environ 300 000 livres en liquide et en chèques, ainsi qu'une série d'appareils électroniques, ordinateurs portables, téléphones et autres équipements. En examinant l'ordinateur de Jimin Kian, ils découvrent qu'elle y conservait l'équivalent de plusieurs millions de livres en bitcoin. Fait étonnant, au moment de son interpellation, Kian restait allongée, immobile, répétant aux policiers qu'elle souffrait de graves blessures à la tête et aux jambes. Hello, madam. Appreciate you're in bed.
I've just got to record down your name, if that is all right. So, what's your first name, please? Yadi Zhang. Dès les premières secondes d'échange, Qian se présente immédiatement sous le faux nom de Zhang Yadi, une tentative manifeste de compliquer son identification. Can you spell that at all for me? Y-A-D-I. Yep. D-I. So you got Yeah. Y-A-D-I. Zhang. C-H-A-N-G. Is that your surname, Zhang? Yeah. And Yadi's your first name? Yeah. And are you Miss or Mrs. or Ms? Single. Okay. And what is your date of birth? Your birthday? I don't understand what you said. Okay. Okay, both day, Yes, please, yeah. 1990. Et là, c'est presque surréaliste. Née en 1977, elle affirme pourtant aux policiers faire partie de la génération 90, un mensonge tellement maladroit qu'il en devient presque absurde. November the 10th. So 10th of November Yeah. and 90. 1990. Right. And is your current home address? I'll tell you she lives here as well. Sometimes I come England and want to look for the daughter. This is not my country. Oh, right, okay. So you don't normally live here. Yeah. And where are you from? Where is your country? Shengiz and Nevis, Iceland. Shengiz, ST. We'll come back to that, it's all right. Le pays que Jimin Qian déclare aux policiers est précisément celui qui lui a délivré son passeport de Saint Kitts et Nevis, un minuscule État insulaire des Caraïbes orientales, membre du Commonwealth, dont le chef d'État n'est autre que le roi du Royaume-Uni. À peine 50 000 habitants, l'un des pays souverains les plus petits au monde. Depuis 1984, cet État propose un programme de citoyenneté par investissement, un dispositif qui permet à certains d'obtenir un passeport pour échapper à l'impôt, blanchir de l'argent ou dissimuler leur identité, ce que l'Europe désigne souvent sous le terme controversé de citoyenneté économique. Au moment de la perquisition, la police britannique ne mesurait pas encore l'ampleur de l'affaire et n'interpelle donc ni Qian ni son assistant, Wen Jian. Ce n'est qu'après avoir déchiffré les appareils saisis que les enquêteurs tombent des nues. Le portefeuille Bitcoin de Qian contenait 61 279 BTC. Au départ, ils pensent à une erreur de virgule. Après vérification, le chiffre, colossal, est bel et bien exact. La valeur s'élevait alors à environ 1,4 milliard de livres et atteindrait aujourd'hui près de 5 milliards, un écart qui, pour n'importe quel spécialiste européen de la finance, pose immédiatement la question de l'ampleur d'une fraude transfrontalière relevant clairement de l'article 324.1 du Code pénal français relatif au blanchiment d'argent. Après cette perquisition, Qian entre aussitôt dans une phase de cavale particulièrement sophistiquée. Elle recrute un chef cuisinier, un chauffeur, des agents de sécurité, constituant une véritable équipe fonctionnant en rotation successive. Le personnel, généreusement payé, devait cependant signer des clauses de confidentialité draconiennes, interdiction absolue d'utiliser des appareils d'origine chinoise, interdiction de filmer, photographier ou enregistrer quoi que ce soit. En cas d'infraction, une amende pouvant atteindre $30 000 et un licenciement immédiat était le prévu. Cette organisation rappelle presque les clauses de confidentialité imposées dans les grandes affaires économiques européennes où la responsabilité pénale des personnes qui apportent leur aide peut également être engagée. Il faudra attendre 2024 pour que, grâce à la piste d'un citoyen malaisien nommé Seng Hokling, la police parvienne enfin à localiser la cachette de Qian, un enchaînement d'événements qui nous ramène directement à la perquisition racontée en ouverture. Lors de son arrestation en 2024, les enquêteurs découvrent dans une poche secrète de son pantalon de sport un ledger accompagné du code d'accès. À l'intérieur, environ 67 millions de livres, convertis en bitcoin et en d'autres crypto-monnaies. Une preuve nette et précise de la dissimulation de ses avoirs. Par la suite, la police britannique se rend à Pékin et Tianjin pour recueillir les témoignages des victimes. Beaucoup racontent avoir tout perdu.
économie, famille, et même la possibilité de se soigner, des conséquences tristement typiques des systèmes de pyramide financière, considérés tant par le droit français que par le droit chinois comme des formes de collecte de fonds illégales. La police chinoise envisageait au départ d'envoyer des représentants témoigner pour la première fois devant un tribunal britannique. Mais dès le premier jour du procès, Jimin Qian plaide coupable. Zheng Hokling est condamné à 4 ans et 11 mois, et Wen Jian à 6 ans et 8 mois, en 2024. La police de Londres qualifie ce dossier de l'une des enquêtes économico-technologiques les plus complexes qu'elle ait jamais traitées. Un exemple parfait de ce que les instances européennes appellent une enquête financière de longue haleine. Le 11 novembre 2025, Xian est condamné à 11 ans et 8 mois de prison pour blanchiment d'argent. Le 30 octobre 2025, le bureau de la sécurité publique du district de Haidong, relevant de la municipalité de Tianjin, publie son rapport officiel. L'affaire concernant la société Lantian Gerui Electronic Technology avait été ouverte en 2017 pour collecte illégale de fonds. La suspecte Jimin Qian avait pris la fuite au Royaume-Uni. Et les deux pays avaient coopéré sur les plans policiers et judiciaires pour retracer les actifs et procéder à son arrestation. Le communiqué met également en garde la population contre les organisations se présentant comme des agences de compensation internationale dont les promesses de remboursement sont totalement infondées. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo YouTube. Pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire, cliquez dessus pour la découvrir.